Bonsoir. Je sais pas si tout fonctionne, ça fait 1600 ans qu'on s'est pas retrouvés. C'est terrible. En plus, il fait très chaud. Hello, hello. Merci d'être au rendez-vous, hein. Ça fait très très longtemps, oui. J'ai passé quelques mois difficiles, donc je me suis dit que j'allais mettre en pause les streams. Et je pense que j'ai bien fait, hein. Comment allez-vous? Attendez, il y a eu des mises à jour sur Twitch, maintenant je sais plus. Ah, ok. Ah, je peux vous... Ah, ça c'est nouveau. Alors vous voyez pas parce que vous êtes en mode spectateur et spectatrice, mais je peux directement vous ban depuis le chat. Ça va être très dangereux ça par contre parce que un misclick est si vite arrivé. Est-ce que le son est bon, dites-moi? Ah, merci. C'est une petite salopette rose avec une chemise jaune à rayures que m'avait offert ma meilleure amie et il y a des petits cœurs brodés dessus. C'est trop bien parce que c'est le printemps, on peut mettre des tenues un peu plus mimi que juste un gros pull. C'est trop cool. Le son est bon de mon côté. Ok, super. J'ai ouvert la fenêtre de mon bureau parce que je meurs de chaud et qu'avec les ordis dans la pièce, euh, ça chauffe vite. Si jamais vous entendez trop le son de l'extérieur, vous me dites, je fermerai la fenêtre et j'endurerai la chaleur actuelle parce que je pense qu'il va y avoir de l'orage dans très bientôt et du coup, il fait très lourd. Vous êtes trop chou, merci. J'aime trop aussi. J'aime trop ma petite salopette. Moi, elle est un peu trop grande pour moi. Va falloir que je fasse des retouches sur les bretelles, mais elle est trop mimes. Elle a des super grandes poches en plus. Et ça faisait longtemps que je voulais une salopette rose. Voilà. Bon, comment allez-vous? Parce que ça fait 2 mois, je crois, que nous ne sommes pas retrouvés. Je crois que le dernier stream c'était fin février. J'ai Dovahkiin dans les oreilles à fond. Là. C'est un peu fort. Voilà, c'est mieux. Euh, Comment ça va de votre côté, quoi? Parce que je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, on a joué à un jeu vidéo qui était très rigolo d'ailleurs, et je vais l'acheter parce qu'il est enfin sorti. On se refera une partie un soir. Mais tranquille, tranquille. Bon, après, je sais qu'il y a certaines personnes ici que je retrouve assez régulièrement sur les différents Discord, mais moi j'étais au bout de ma vie là sur ce début de fin d'hiver, début printemps. Beaucoup de questionnements et de remises en question. On nage dans le bonheur perso, c'est vrai, mais c'est trop cool. Trop bien, bah, je suis super contente pour toi, mec. Attendez. Alors, en plus, j'ai une chance inouïe hein, ce soir. J'ai voulu allumer ma ring light que je n'ai pas utilisée depuis du coup 2 mois. Il s'avère qu'elle est broken. Elle ne fonctionne plus. Donc, j'ai ramené une lampe de mon salon pour m'éclairer. Je suis navrée si la lumière est dégueulasse du coup. Hein. Faudra pas m'en vouloir. Donc, oui, j'ai disparu pendant 2 mois. C'était long. Mais des fois, le déni, c'est bien. Hein. Enfin, je veux dire, c'est bien des fois de se couper des choses négatives. Donc, bon. Ce que je n'ai pas su faire moi pendant 2 mois justement. Donc j'étais au bout de ma life. Grosse remise en question sur ma présence sur les réseaux, sur la création de contenu. Euh, à 2 doigts de tout lâcher, de tout arrêter. C'était pas facile. Euh, Parce que
je pense que face à l'état du monde, c'est difficile de faire des choses qu'on considère insignifiantes. Et je pense que ce que je fais en termes de création de contenu et de présence sur Internet, c'est insignifiant face aux combats qu'on a à mener actuellement, qui sont des combats sociaux, etc. Et je ne sais absolument pas faire la part des choses. Donc du coup, je me suis beaucoup remise en question et je me suis dit, je vais arrêter de streamer un temps parce que j'ai pas envie de juste faire des trucs sans intérêt par rapport à ce qui me préoccupait personnellement. Mais bon, à force de discussion avec mon conjoint, avec Chloé aussi, qui, me, qui met un soutien immense sur toutes ces questions-là, je me suis dit, bon, on va quand même essayer de garder une présence au moins sur Twitch et mettre en pause le reste de manière vraiment indéterminée euh, pour réfléchir à comment je vais vous proposer du contenu euh, parce que je suis pas du tout à l'aise sur le format vidéo. C'est malheureusement, enfin malheureusement non, mais c'est ce qui marche actuellement sur absolument tous les réseaux sociaux, notamment les formats courts. Moi j'ai un peu de mal avec les formats courts parce que je trouve que ça rend très vite un travail de recherche et d'analyse assez superficiel et, euh, et c'est quelque chose dans lequel je suis pas à l'aise. Puis enfin vous le savez, j'ai les préfaces aussi sur lesquelles je travaille qui me demandent beaucoup de boulot, beaucoup d'heures de travail. C'est du travail qu'on voit pas parce que je vais pas vous faire des vlogs quand je travaille sur mes préfaces, c'est terriblement chaotique. Mais du coup, j'ai un peu de mal à faire la part des choses. Je suis pas du tout à l'aise avec l'algorithme et le fonctionnement des algorithmes. Et malheureusement, il va falloir un moment que je me dise aussi, si je veux parler de ce dont je veux parler au niveau du manga et passer les messages que j'ai envie de passer, va peut-être falloir que je m'adapte un peu plus au marché. En attendant, en tout cas, de trouver un format qui me convient, euh, et ben, je vais en tout cas essayer de redevenir, enfin, comme j'étais très régulière sur Twitch, refaire un stream par semaine pour qu'on se retrouve ensemble, pour jouer, discuter, parler d'actualité, les bilans culturels, etc. Ça, c'est quelque chose que je maintiens parce que c'est vraiment des moments que je trouve privilégiés avec vous et dans lesquels j'ai l'impression d'avoir, c'est pas un contact direct, mais un contact en tout cas un peu plus. Il y a une moto dehors. Un contact un peu plus humain, si je puis dire, même si on est dans des relations parasociales quand on fait du contenu comme ça, mais plus évident pour moi que simplement lâcher du contenu sur Instagram et n'avoir aucun retour dessus. Là, j'ai l'impression qu'on est dans des échanges un peu plus constructifs, comme c'est le cas avec le Discord communautaire, qu'on est vraiment en train, en plus, je trouve, de développer tous et tout ensemble. Donc, du coup, ce serait dommage d'arrêter de proposer du contenu, alors que je pense qu'on se crée une safe place assez cool, et même avec le club de lecture. Euh, mais je sais pas quelle direction prendre. Euh, je sais que après mon travail sur Please Save My Earth de Saki Watari et le poème du vent et des arbres de Keiko Takemiya, euh, je pense que je vais arrêter un temps d'écrire des préfaces, déjà parce que euh, le marché du livre actuel de toute façon ne se prête plus à proposer des titres shoujo. Euh, je le vois bien, enfin, j'ai pratiquement pas de proposition d'éditeur actuellement parce que je pense qu'en fait le marché étant ce qu'il est actuellement dans le monde du livre, c'est-à-dire extrêmement fragile, euh, les éditeurs vont prendre moins de risques, ils vont peut-être moins investir dans du travail éditorial où on va demander à quelqu'un d'écrire des préfaces, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc du coup, je pense qu'après ces deux séries-là qui se finiront, je crois... Naban, ce sera peut-être un petit peu plus long, mais je crois que chez Panini, ça va se finir dans le courant de l'année 2027. À moins qu'on me propose là dans l'année de travailler sur des titres qui m'intéressent. Je pense que ça, je vais mettre en pause aussi, peut-être pour me concentrer davantage sur... Enfin, en pause. En tout cas, plus écrire comme je le fais tous les 2 mois, rendre des préfaces, etc. Et peut-être pouvoir me concentrer un peu plus sur ce que j'ai envie de vous proposer sur les réseaux et ce que j'ai envie de créer, parce que le podcast, c'est
extrêmement chronophage. Euh, je pense que ça manque de quelque chose qui est assez évident, c'est d'image en fait. Du fait de parler d'un travail graphique et de ne pas pouvoir le montrer, je suis pas sûre que ce soit toujours hyper pertinent. Euh, et j'ai plein de sujets que je veux aborder qui vont au-delà du shoujo manga, mais vous le savez, j'ai toujours parlé d'autres mangas que du shoujo, c'est juste que ça reste ma marotte et ça reste un peu le truc autour duquel j'aime travailler et qui me plaît et dans lequel on me connaît aussi, mais on en a beaucoup parlé avec Chloé et c'est vrai que on a peut-être un peu cloisonné le shoujo en ne se concentrant que sur ce type de contenu. Euh, Honnêtement, j'ai pas trop d'idées de ce que j'ai envie de faire après. Euh, Parce que j'ai pas envie de vous décevoir, mais j'ai surtout pas envie de me décevoir. Voilà. J'adore les contenus écrits, genre blog, les blogs ne sont pas morts. Alors je suis d'accord, Hortense, les blogs c'est pas mort. J'avais un blog avant. Euh, Mais c'est vrai que c'est un format sur lequel j'ai plus. Enfin, je trouve que c'est un format qui me restreint trop, en fait. Je sais pas exactement expliquer comment ou pourquoi. Je me sens. J'adore lire du contenu sur blog, j'adore lire des blogs, mais moi j'ai plus envie de travailler sur ce format-là, personnellement. Donc je sais pas. On verra, hein, de toute façon. Pour le moment, je reste concentrée sur. Bah oui, le problème du blog, c'est que. Enfin, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on valorise ça différemment dans le sens où est-ce que c'est pas. Je pense que instinctivement, avec. Enfin, de par le fait qu'on ait l'habitude d'avoir du contenu très consommable, en fait. Maintenant, on scrolle et si une vidéo nous intéresse, on reste sur cette vidéo et on accepte de regarder peut-être 3 minutes de vidéo, de short. Mais faire la démarche d'aller sur le blog, etc., c'est très compliqué. Et en plus, il y a beaucoup de blogueurs et blogueuses qui parlent eux-mêmes et elles-mêmes des difficultés qu'il y a à tenir un blog. Maintenant, ouais, alors les newsletters, exact. Mais j'y ai beaucoup pensé, Chloé, aux newsletters. Le problème, c'est qu'il faut trouver un. Je saurais pas quelle forme y donner parce que je m'étais renseignée. Déjà, c'est payant hein, de faire une newsletter, je crois. Enfin, c'est assez logique. À moins de se créer une adresse email et de faire une liste de diffusion. Ce qui peut être faisable aussi, je pense. Mais en fait, ce serait de trouver un moyen de proposer du contenu en ne me cloisonnant pas que sur le shoujo, mais aussi ne me cloisonnant pas que sur le manga, parce que sur la chaîne, on parle de. Enfin, sur la chaîne Twitch, j'entends. On, on parle de bien d'autres choses que du manga, même si c'est central dans ce que je peux proposer. Et, et voilà quoi. J'y vois souvent des illustratrices faire des courriers physiques où tu t'abonnes. Je me demande si tu pourrais pas faire un truc du genre comme tu es créative. Ouais, faudrait que je vois. En fait, il faut que je réfléchisse à ce qui pourrait, moi, me plaire à faire sur le long terme. Parce que c'est ça aussi hein, mon problème. Hein, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal à tenir des projets sur le long terme. Je m'éparpille trop, je fais trop de trucs différents. Enfin, c'est compliqué, quoi. J'adore regarder des vidéos longues de 2 3 heures sur un sujet, mais ça doit bouffer beaucoup de temps. Ah, mais moi, honnêtement, Hortense, je préfère me mettre une vidéo longue que. Après, ça dépend du contenu aussi et de la proposition, mais de manière générale, moi, une vidéo d'1 quart d'heure, je trouve que c'est bien. Si c'est plus long, c'est mieux. Mais les vidéos très très courtes, ça demande quand même une certaine dextérité, si je puis m'exprimer ainsi, euh, de en très peu de temps aller à l'essentiel
tout en proposant quelque chose d'intéressant. Alors c'est vrai que j'avais essayé de le faire quand j'avais fait ma série Curiosities and Archive sur Instagram. Le truc en fait c'est que je trouve qu'une vidéo de 2-3 minutes, ça demande un travail colossal en fait. C'est-à-dire que dans ces petites vidéos que je faisais qui faisaient 1 minute 30, euh, parce qu'avant on pouvait pas faire plus d'1 minute 30 quand je faisais ces réels sur Insta, j'avais 4 heures de montage derrière quoi. Euh, quand on a un travail, quand on a un travail, une vie sociale, des passions, des activités sportives, créatives, en dehors de la création de contenu, en fait, 4 heures de montage, c'est colossal. Et je me dis, mais enfin, c'est colossal. Et en plus, c'est ne pas toucher quoi que ce soit, en fait, de ce travail parce que qu'on se sache, enfin. Je sais plus combien j'ai d'abonnés sur Insta, mais j'ai 909 abonnés sur Instagram. Donc moi, quand je fais un contenu sur Instagram, je touche que dalle. Je suis pas payée. Éventuellement, je vais faire de la pub gratuite pour des éditeurs. Euh, et en plus, il faut avoir une régularité parce que sinon, l'algorithme, il nous fait tomber dans les limbes. Et ça, c'est absolument insupportable parce que peu importe la qualité du travail, même sur une vidéo de 2-3 minutes, pas toucher son audience, c'est extrêmement frustrant. Là où je trouve que les gens sont beaucoup plus, on va dire, flexibles quand on propose sur YouTube une vidéo où on se dit... Enfin, je vois, il y a plein de créateurs ou créatrices, enfin, ils proposent une vidéo de 1 heure et demie. Les gens sont prêts à attendre pour ce type de vidéo. Pour des vidéos format court, les gens n'ont pas envie d'attendre, ils veulent une régularité et ce que je peux comprendre, même si moi personnellement c'est pas ma manière de consommer, je crois que c'est une manière de consommer régulière et c'est enfin courante. Et en plus du fait des algorithmes, on est un peu contraint et contrainte à faire ça. Moi je le vois, Instagram il m'envoie des messages en disant ah ta publication elle a rapproché tant de personnes, il faut en faire plus souvent, je sais pas quoi, choisissez un audio en tendance, je sais pas quoi, machin, enfin bref. J'ai énormément de mal avec ça parce que je déteste qu'on me dise comment je dois faire mon travail. Et encore plus qu'on m'explique comment je dois faire mon montage, etc. Même si je suis pas une queen du montage et que c'est pas un truc dans lequel je suis excellente, mais c'est hyper compliqué en fait. Aujourd'hui, avec la professionnalisation de la création de contenu, de proposer du contenu en sachant qu'on n'en tirera rien euh, de matériel, j'entends. Parce que en fait, ça devient énormément de travail. Aujourd'hui, les gens attendent une qualité très spécifique des contenus en ligne. C'est plus comme il y a... Je suis désolée, je vais passer pour une vieille conne en disant ça, mais c'est plus comme il y a 10 ans où on pouvait faire un truc à l'arrache et les algorithmes étaient faits de sorte que on pouvait vraiment toucher un public assez large. Moi, je vois, je tiens des blogs depuis des années. Mes blogs ont toujours eu des visites, etc. J'ai jamais eu de problème sur ça parce qu'en fait, les gens savaient ce qu'ils cherchaient. Aujourd'hui, comme l'algorithme, il décide un peu pour toi ce que tu veux voir et ce que tu veux consommer, bah, t'es pas sûr de tomber dans l'algorithme des gens, quoi. Moi, je vois que l'algo... bon, après, je suis pas assez régulière, hein, mais l'algo Insta, quand je faisais des vidéos, ça ramait, quoi. Parce que c'est pas bankable, parce que... je sais pas, c'est pas des sujets assez intéressants pour les gens ou assez... ouais, trend. Je sais pas, franchement... j'en ai un peu marre de passer ma vie à me battre contre des technologies, j'avoue. Voilà, voilà. Donc Twitch, déjà, c'est une bonne alternative parce que euh, ça permet quand même de l'échange. Bonsoir Audrey. Ça me permet de l'échange, ça me permet de vous partager des choses assez variées et, euh, et je trouve que c'est un format qui est intéressant. Après, il faudrait peut-être que je tire des vidéos de ce dont on parle sur Twitch, mais c'est trop déconstruit et voilà, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Donc voilà, donc j'étais un peu paumée ces derniers mois, donc j'ai préféré mettre un peu tout ça de côté, vous mettre juste des jolies photos sur Instagram,
vous montrer un peu mon quotidien. En plus, on a fait des travaux, c'est vrai, à la maison, donc du coup, et on n'a pas fini parce que figurez-vous que cette pièce que vous voyez là va devenir entièrement mienne. Parce que en fait, mon conjoint est juste à côté dans l'angle. Et je vais avoir cette pièce entièrement pour moi. Donc je pense que ça va être plus cool aussi si j'ai besoin de tourner des trucs. On va voir. J'atteins un peu la discussion. L'avantage de YouTube, c'est qu'on peut revenir sur des anciennes vidéos, ce qu'on fait très rarement sur Instagram. Oui, complètement, Audrey. Oui, et puis YouTube aujourd'hui, c'est quand même devenu, je trouve, un vivier assez intéressant parce qu'il y a vraiment tout type de format et ça fonctionne bien. Maintenant, le problème, c'est que ça demande un travail monstrueux aussi, quoi. Mais bon, on n'a pas de résultats. Enfin, c'est horrible à dire, mais je sais que aujourd'hui, vu le fonctionnement de tout ça, c'est difficile d'avoir des résultats sans s'impliquer et sans faire du travail. Moi, je m'attends pas à avoir une communauté énorme. Enfin, ça m'intéresse pas. Euh, de même que j'ai pas forcément envie de la création de contenu, mais du coup, il faut trouver une manière de pouvoir proposer du contenu intéressant, bien fichu, sans non plus s'épuiser complètement à la création de ce contenu et mettre de côté tout le reste. Et voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, c'est peut-être juste des réflexions très personnelles et très autocentrées. Et peut-être on dirait que je crache dans la soupe. C'est possible aussi. Hein. Même si je sais très bien toutes les possibilités que j'ai pu avoir avec ce que j'ai fait. Notamment vous proposer des préfaces et ça, c'est énorme. Mais je me rends compte aussi des limites de ces formats, les limites de cette création, les limites de l'indépendance en fait aussi tout simplement, qui n'est pas si évidente parce qu'il y a beaucoup de créateurs et de créatrices aujourd'hui qui ont des agences derrière eux aussi, qui vont les aider pour le montage ou juste pour le marketing, les placements de produits, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est une industrie en fait. Et c'est pas évident de trouver sa place là-dedans quand on n'a pas forcément envie d'en faire son métier, mais qu'on a quand même envie de proposer du contenu sur Internet, tout en sachant qu'aujourd'hui on est noyé dans des algorithmes et une création de contenu qui demande toujours plus de qualité, j'entends esthétique en l'occurrence, parce que la qualité... euh, bon, je veux pas... Voilà, mais enfin, on va dire que souvent c'est très superficiel, quoi. Euh, c'est pas évident. Et je pense que si au final je n'arrive pas à faire ce que je veux, et ben je suis déjà extrêmement contente d'avoir le club de lecture, cette chaîne Twitch, ce que je peux publier de temps en temps sur Instagram, et ça me va bien aussi. Il y a juste que j'ai des choses à dire, des points d'analyse à proposer, et je sais pas sur quel format le faire. C'est tout le problème. Voilà. Donc du coup, j'ai pris le temps de réfléchir pendant 2 mois et je n'ai évidemment trouvé aucune réponse. Donc voilà. Mais c'est pas grave, je pense que vous avez l'habitude avec moi de toute façon, les choses prennent un temps monstrueux pour être accomplies. Je prends mon temps. Plus j'ai pas une santé de fer qui me permet d'aller trop vite et de faire beaucoup d'un coup, donc c'est pas grave. Donc voilà. Mais déjà, on va se retrouver une fois par semaine sur Twitch, comme c'était le cas depuis je crois depuis la rentrée, on était sur un rythme assez soutenu à ce niveau-là, et ça va continuer. La semaine prochaine, d'ailleurs, on va faire la source list de Jojo Bizarre Adventure que m'a préparé Audrey. Petite source list comme ça, on reprend dignement, en sachant que je n'ai absolument ni lu ni vu Jojo. Donc ça risque d'être très amusant. Audrey m'a préparé ça avant que je fasse ma pause, et du coup je me dis on va faire ça, on va se refaire une visite de vos bibliothèques. D'ailleurs, si vous voulez proposer vos bibliothèques, n'hésitez pas à le faire dans le salon communautaire, dans le Discord communautaire, pardon, ce sera rigolo. Bref, voilà, c'était les réflexions que j'ai eues, et
Oui, bah oui, dignement. Je veux dire, on reste fidèle à qui nous sommes, ok? Les Thirst List, c'est très important sur cette chaîne Twitch. Faudrait pas les oublier. Et puis, je pense que je vais aussi vraiment me concentrer sur la chaîne Twitch, vous proposer enfin des emojis, refaire peut-être mon overlay et tout, parce que je commence à me lasser. Bref, c'est bien aussi que je me concentre sur les trucs sur lesquels ça m'éclate et que j'arrête de me poser trop de questions, je pense. Donc voilà. Voilà, conclusion de tout ça. Merci de m'avoir écouté yapper pendant 30 minutes. Nous pouvons donc passer au bilan culturel. Voilà. Alors Chloé, tu vas me détester parce que du coup, il y a beaucoup de films. Beaucoup, 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 beaucoup de films. J'ai vu vraiment beaucoup de films sur ces 2 mois. Enfin, quand je regarde, je me dis peut-être sur 2 mois, c'est pas tant, mais bref. Par contre, je vous préviens d'emblée, c'était une catastrophe en termes de lecture. Je n'ai pas touché à un manga depuis 2 mois. Donc, je ne veux pas vous parler de manga en termes de lecture. J'ai décidé de faire l'impasse sur plein de documentaires parce que je joue à WoW, donc ça ira. Ok, très bien. J'ai regardé, comme très souvent, beaucoup de documentaires, mais je voulais surtout vous parler d'une série entretien, ouais, je dirais d'entretien, qui a été proposée par Blast, qui est un média de gauche. Ils ont invité l'historien Johan Chapoutot, un de mes historiens préférés, si c'est un truc d'avoir un historien préf. Hein. Euh, voilà. En fait, il y a un abécédaire qui a été fait sur la spécialité de cet historien qui est l'histoire nazie. On s'éclate toujours sur ces trucs-là ensemble, hein, je sais. Je sais pas si vous connaissez Chapoutot, il a notamment écrit, je les ai absolument pas finis, mais Libre d'obéir, qui est un essai sur le fonctionnement, c'est écrit le management du nazisme à aujourd'hui. Voilà, et il a écrit La loi du sang aussi, qui est un bouquin Penser et agir en Asie. Voilà. Alors, c'est en fait extrêmement intéressant et c'est toute la pensée qui est développée dans cette série d'entretiens avec Johan Chapoutot, que vous pouvez retrouver sur le site de Blast et sur YouTube. C'est que au cours de cet abécédaire, donc chaque lettre correspond à un concept, une idée, Johan Chapoutot nous montre comment nous avons hérité dans plein de domaines du fonctionnement nazi, et notamment avec la question des ressources humaines. Alors moi ça m'a ça m'a perturbé. Enfin, perturbé non, mais c'est qu'en fait, il explique que le principe de la ressource humaine, donc nos fameux et fameuses RH, en fait, part du principe que les hommes et les femmes sur le marché du travail sont une sorte de matière première qu'on utilise. Et c'est vrai que ça fonctionne vraiment comme ça, surtout dans notre société capitaliste. Et donc, il va développer beaucoup de choses intéressantes comme ça. Développer autour aussi de la manière dont on a fait venir enfin, on a fait de la manière dont les nazis sont parvenus au pouvoir et à quel point en fait on est à, à l'époque pré Deuxième Guerre mondiale, à quel point on peut faire des parallèles avec notre époque actuelle. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. C'est du long format parce que c'est des interviews. Alors, ça, c'était quoi? C'était H, mais sinon, on est sur des entretiens qui durent 1 heure en moyenne. Ça parle beaucoup de comment le langage a été utilisé pour créer, transformer des concepts, les faire comprendre aux gens. Et je trouve que ça donne un éclairage vraiment intéressant sur notre période actuelle et voir ce qu'on a hérité aussi de cette période-là. Voilà. Donc, en docu, c'est tout ce que je vous proposerais parce que sinon, on n'en finirait pas. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et Johan Chapoutot est un historien extrêmement intéressant.
très engagé à gauche, qui, euh, qui, en plus, de par sa connaissance de l'histoire, vraiment, je trouve, donne un éclairage hyper intéressant sur notre période, qui est, somme toute, assez agitée. Hein, voilà. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça très bien et je pense que je vais régulièrement les revoir et puis il faut surtout que je lise les livres du monsieur mais je trouve que c'est j'aime pas trop son écriture, j'avoue. J'adore l'écouter parler mais son écriture je suis pas hyper fan. Mais bon, voilà. Euh, en événement culturel dans ma vie également, Top Chef. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent Top Chef ici? Je crois que c'est la seule... Enfin, je crois pas. C'est la seule émission de télé que je regarde. C'est une fois par an. On est sur la saison 17. Et cette saison est nulle. Je n'aime pas du tout cette saison. Bah, j'ai pas la télé non plus, Hortense. En fait, nous, on regarde les replays via l'appli Canal, en fait. Mais j'aime pas du tout le concept de cette nouvelle saison où ils ont enlevé le concept des brigades. Ça fait 2 saisons, de toute façon, je trouve que c'est pas ouf. Ça commence à s'épuiser. Ils essayent de renouveler, mais bon, bref. J'ai aucun chouchou cette année dans les candidats et les candidates. Je trouve qu'ils sont pas intéressants. Euh, mais bon, je regarde quand même, quoi. Mais rompiche un peu. Je suis tombée sur la chaîne YouTube de la RTS. Je me perds beaucoup trop souvent sur YouTube. Eh, mais Audrey, il y a des trucs trop bien sur la chaîne YouTube de la RTS pour le coup. J'en regarde assez souvent. Il y a des super contenus. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je comprends. Donc voilà, Top Chef, je suis un peu désappointée. Même si je trouve que la chef Stéphanie Lequelec, elle est géniale. C'est, je pense, ma chef préf. Je la trouve trop bien, mais c'est une ancienne qui avait fait. euh, Elle a participé à Top Chef et je crois qu'elle avait gagné Top Chef et maintenant elle est jury dedans. Et je trouve qu'elle apporte un vent de fraîcheur et une analyse assez intéressante sur les plats, mais déjà pour ne rien vous casser, vous cacher, pardon, la gastronomie c'est un truc qui m'irrite un peu. Mais on va avoir l'occasion d'en parler parce que j'ai vu un film très intéressant sur ça, mais euh, j'ai un rapport très conflictuel avec la gastronomie et le principe de la gastronomie. Voilà. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler ce soir. Donc je ne développe pas plus parce que j'ai un élément parfait pour développer à ce sujet. Top Chef, je regardais les premières saisons, mais j'évite à m'abandonner. Je n'aime pas concours ou les réalité. Bah, moi, c'est vraiment la seule émission que je regarde en fait. Je regarde rien sinon sur la. Enfin, je regarde aucune émission sinon. Mais mon conjoint aime beaucoup et c'est vrai que pour le coup, ça nous fait des soirées chouettes quoi. Mais je comprends. Je comprends. En émission de cuisine, il y a la meilleure cuisine régionale, c'est chez moi, qui est très sympa. C'est sur quoi, Hortense, cette émission? Hmm. Parce que j'adore les émissions de bouffe. La nourriture, c'est hyper culturel. Et je trouve ça hyper intéressant. Ça dit beaucoup d'une culture, etc. Enfin, ça donne beaucoup d'informations sur une culture, des traditions, euh, des environnements. Je trouve ça hyper intéressant. La gastronomie, par contre, ça me frustre parce que je peux pas goûter les plats. Alors ça, Audrey, je comprends parfaitement. C'est vrai que c'est ça qui est très frustrant, mais pour le coup, cette saison, c'est pareil. Enfin, j'aime pas le concept de la saison où il n'y a pas de brigade, les cuisiniers et les cuisinières sont un peu solo et tout. Euh,
Mais il n'y a rien qui m'a fait rêver cette année. Sur les cuisines régionales, des restos d'une région tentent d'impressionner les chefs avec leur spécialité. Ok. Ah mais voilà, mais ça Hortense, ça me parle. Restaurant du terroir, euh, culture culinaire d'une région, ça ok, ça m'intéresse. Je vais me le noter. Attends. Ou alors, est-ce que tu pourras l'envoyer sur le Discord commu? Je sais pas, je crois que t'es dessus. Comme ça, je pourrais y retourner, je regarderai. Euh, Voilà pour Top Chef, hein. Et donc, merci Hortense. On s'est lancé dans une série que je veux voir depuis très longtemps. The Young Pope, avec Jude Law, de Paolo Sorrentino. Série franco-italienne, je crois, produite par Canal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu The Young Pope? Parce que c'est absolument... Enfin, Jude Law est absolument incroyable dans cette série. Je trouve ça absolument génial. On est sur des intrigues de cour, mais au Vatican en plus, donc c'est vraiment chouette. Et, et c'est assez représentatif de tout ce qui peut m'irriter dans la religion aussi. Mais je trouve ça très très bien. C'est très pop. La musique est super. Les acteurs sont vraiment très très bons. Et j'ai pas fini, hein, on est vraiment au début de la série. Donc je reviendrai dessus quand je l'aurai terminé et que j'aurai vu la suite aussi qui est The New Pope, je crois, avec John Malkovich. Euh, mais pour le moment, c'est une chouette découverte. Si vous aimez les trucs avec des intrigues de cours, des manipulations, des trucs de bruit de couloir, enfin, c'est vachement bien. Et Jude Law est absolument incroyable dans son rôle de pape. Voilà, j'ai adoré. Enfin, j'adore. Parce que j'ai pas du tout fini. Et donc, on regarde ça sur l'appli Canal et c'est très cool. Donc, en série, c'est ça. Je n'ai absolument pas avancé sur aucun anime que j'avais commencé. Trigun, j'ai pas fini. Frieren, j'ai pas avancé. Euh, je n'ai toujours pas vu Prism Rondo. Euh, on est sur une catastrophe à tout ce qui est lié à l'univers du manga sur ce printemps. C'est absolument terrible, hein. Je le note surtout pour Jude Law. Oui, alors c'est vrai, Audrey, moi Jude Law, j'ai jamais trouvé ça. Et j'avoue, alors est-ce que c'est parce que j'ai vieilli? Peut-être. Mais là, je le vois dans la série et je me dis, ouais, c'est vrai quand même, pas mal. Voilà. Et c'est très bien. C'est des mini-séries en plus, donc ça se regarde assez vite et c'est vraiment très prenant parce que je trouve que c'est un des avantages des mini-séries ou des séries courtes comme ça. C'est que du coup, il y a très peu d'épisodes pour faire monter la tension, donc du coup, c'est explosif pratiquement tout le temps. C'est assez rigolo. Les dialogues sont très très bien. Pour le moment, j'aime beaucoup. Faut jamais se forcer à regarder les animés, c'est un coup à s'en dégoûter. Ah oui, oui, mais complètement. De toute façon, je pense que du fait d'avoir pris mes distances par rapport à ma création de contenu autour du manga, ça a fait que je me suis éloignée de ces médiums-là de manière générale parce que j'avais pas forcément envie de trop me questionner non plus, quoi. Je regarderai tout quand ce sera sorti. Je vais binge-watch ça un week-end et ce sera très bien. Parce que je sais qu'il y a des choses très qualitatives qui sont sorties cette année de toute façon. Du coup, on passe au film. C'est le moment où je perds Chloé. Euh, Dans le talentueux Monsieur Ripley, elle est sublime. Je l'ai vu il y a très longtemps ce film. C'est avec Matt Damon, non? Et, euh, et Gwyneth Paltrow, je crois. Je crois que je l'avais vu, mais il y a vraiment très 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 longtemps. Faudrait que je le revoie ce film. Ça se passe pas en Italie?
Attends. Aïe. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je me disais bien que je l'avais vu. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il est beau là-dedans. C'est vrai. Tout à fait. Il était tout jeune, hein, je crois, 99. Mais il m'avait laissé un souvenir malsain, ce film. Mais je sais plus pourquoi. Ça m'avait laissé un souvenir malsain. Je vais le revoir du coup, ça m'intrigue. Sur ce, on passe au film. Donc, beaucoup de films, hein. Et je veux savoir si vous en avez vu certains. Parce que pour le coup, j'ai regardé des choses assez récentes aussi. Où j'ai rattrapé des choses assez récentes qui sont sorties. Déjà, j'ai vu Sinners, qui est sorti l'année dernière, de Ryan Coogler. Euh, Tu regardes tes films sur quelle plateforme? Alors, les films, je les regarde sur MyCanal, essentiellement, parce que c'est hyper malsain, mais il y a du de l'eau. Oui. Je les regarde sur MyCanal, Amazon Prime, pas souvent, hein, mais ça arrive. Et sur MyCanal, en fait, on a accès au catalogue de HBO, Paramount, toutes les chaînes TV, ou en tout cas les chaînes TV du... Non, toutes les chaînes, je crois. Ça coûte combien MyCanal? Alors c'est une excellente question, Hortense, pardon. En fait, il s'avère qu'on me prête un compte. Je ne sais pas du tout combien ça coûte MyCanal. Euh... Mais en fait, je suis assez contente d'avoir accès parce qu'on n'a plus du tout Netflix à la maison. Attends, prime abonnement. Abonnement MyCanal. Oui, c'est lui dans Existence, tout à fait, Vincent. Je l'ai jamais regardé ce film. Par contre, j'ai bien vu. J'ai bien vu le. C'était quoi à l'époque? Oui, c'est ça, Audrey. Euh, C'était Karim Debache dans Crost, je crois, qui avait parlé de Existence. Et ça m'avait suffisamment dégoûté. Hortense. euh, Il y a plusieurs types d'abonnements pour Canal. Faudrait que tu regardes ce qui te convient le plus parce qu'il y en a où tu as accès à Apple TV, à toutes les chaînes Canal et tout le reste. Il y a un truc spécial ciné-série avec Netflix dessus. Oui, c'est ça. Vincent, c'est ça, ouais. Je crois que c'est en bas du dos. Euh... Ouais, j'ai l'impression que les prix, en tout cas, Hortense, ce serait entre 16 € par mois et 60 balles par mois. Bah, franchement, en fait, moi, ce que je trouve chouette avec cet abonnement Canal, même si c'est pas moi qui le paye, mais c'est que t'as vraiment accès à un catalogue de films énorme et en plus, il y a très souvent des choses qui sont rajoutées, etc. Euh, Moi, je trouve qu'on a vraiment l'embarras du choix et c'est vraiment agréable. Enfin, genre, vraiment, j'ai pu rattraper plein de films, dont Sinners, par exemple. Euh, Parce qu'en plus, avec la chronologie des médias, Canal, vu qu'ils participent à des financements, ils peuvent avoir les films un peu plus tôt aussi, etc. Et Netflix ne me manque pas du tout. Le seul truc que j'ai envie de voir dessus, c'est le film des Peaky Blinders, là, qui est sorti le mois dernier. Euh, non, le mois encore d'avant, je crois que c'est sorti en mars, parce que j'adore cette série.
Mais je trouverai une solution pour le regarder ou je prendrai un abonnement d'un mois sur Netflix pour regarder les trucs que je veux voir. Mais on se passe très bien de Netflix, je trouve. Et puis de toute façon, Netflix, il y a vraiment. J'arrivais plus à trouver des trucs à regarder dessus, quoi. En fait, faut scroller tellement longtemps. C'est un peu chiant. Voilà. Donc j'ai vu Sinners qui a eu des Oscars, je crois, cette année. Je sais plus lesquels. C'était hyper bien. Ça m'a pas mal rappelé le film que j'ai vu avec Tarantino et George Clooney. euh, que j'ai oublié, attendez. Parce que ça fonctionne un peu pareil. Mais en gros, on est sur une sorte de réécriture du vampire, du mythe du vampire. euh, dans les années 20, je crois, aux États-Unis. Donc très intéressant parce qu'on a un casting presque exclusivement noir. Et c'est assez rare pour être souligné. Et enfin, moi, je trouve le film génial. Alors, ah voilà, merci Audrey, Nuit en Enfer. C'est un peu le même concept. Euh, mais il y a un rapport communautaire. En fait, ce qui est hyper intéressant avec ce film, je trouve, euh, c'est que on est vraiment dans. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie critique sociale qui est intéressante dans le film qu'on n'a pas du tout dans Une nuit en enfer. Une nuit en enfer, moi j'ai juste l'impression de voir un truc con, drôle, mais un peu con quand même. Mais je trouve que Sinners a vraiment. C'est un film qui a quelque chose à dire en fait. Et qui est hyper intéressant en plus sur le rapport aux vampires, à la communauté, etc. Même si oui, on voit très bien qu'Une nuit en enfer a énormément inspiré le film. Mais je trouve qu'il y a une excellente performance d'acteur de la part de Michael B. Jordan. Euh, Il y a une scène, parce que c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est que c'est vraiment axé sur la culture afro-américaine, le rapport à la musique. Et il y a une scène, oh là 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 là, de musique. Ça dure 8 minutes, je crois. C'est absolument incroyable. J'ai adoré. Je trouve que le film est beau, la photo est belle. Ça a clairement été un coup de cœur. Alors, je l'ai peut-être surnoté à mettre 5 étoiles, hein. Maybe. Mais j'ai passé un excellent moment, un putain de moment, même si je peux me permettre, devant ce film. Je l'ai trouvé hyper bien. Et je ne peux que vous conseiller, si vous avez 2 heures devant vous pour voir un film à la fois, comment dire, engagé sur les questions des personnes afro-américaines, engagé sur euh, la culture afro-américaine, tout simplement, qui en fait, on est vraiment sur. Enfin, je sais pas, c'est hyper intéressant cette manière qu'il a de retravailler en plus le mythe du vampire autour plus de quelque chose de uniquement inquiétant, mais quelque chose qui peut rassembler aussi. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a vraiment une question autour. Une discussion autour de la communauté dans le film, que ce soit entre la communauté afro-américaine ou la communauté des étrangers dans le film, parce qu'il n'y a pas que les afro-américains, je crois qu'on a aussi un couple chinois, euh, on a des natifs américains également présents dans le film. Donc il y a vraiment toute une réflexion autour de ça, le tout accompagné par une super photo, de la super musique, des excellentes performances d'acteurs. Des fois c'est un peu trashos pour le plaisir d'être trashos, mais du coup ça fonctionne vachement bien et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Euh, et même si je considère que les Oscars c'est une grosse blague parce que jusqu'à l'année dernière ils regardaient pas les films, les membres du jury, ça a eu des Oscars. Voilà. Donc très cool. Je vous le dis du coup. Le réel avait dit que c'était sa grosse inspi, je crois. Ouais, Une nuit en enfer, ok. Ah, tu l'as vu, Chloé? Ah, j'ai beaucoup aimé ce film, hein. Je te rejoins, Mac. Hashtag cinéphile. Bah, moi, je l'ai trouvé excellent, en tout cas. Je passais un super moment. Euh,
J'ai un peu moins aimé, alors c'est pas le titre français, je vous avais partagé, je crois, sur Instagram que la réalisatrice et cinéaste Kinuyo Tanaka euh, avait l'intégralité de sa filmo en ce moment sur Arte. C'est une des premières cinéastes japonaises. Euh, et alors là, le titre anglais c'est Love Under the Crucifix. On dirait vraiment que c'est. Je sais pas, le titre est pas inspirant. En français, il s'appelle. Il s'appelle comment? Attendez, je le cherche. Silmo. Non, réel. Parce qu'elle était actrice aussi, la réalisatrice. Oh putain, il y a trop de trucs. Ah, réalisatrice. Mademoiselle Hoguin. Je crois que ça s'appelle comme ça en français. Et en gros, c'est à l'époque où les chrétiens sont persécutés au Japon. Donc on est pendant la période Edo, période où les frontières, ou juste avant la période Edo. En tout cas, on est clairement sur la période où on persécute les chrétiens au sein de la société japonaise et, du coup, c'est une histoire d'amour impossible entre une jeune femme et un prêtre. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas trop aimé le film. Ça m'a vraiment ennuyé. Euh, je crois que c'est un des derniers films de Kinuyo Tanaka. Il est en couleur. Je me suis un peu fait chier. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore commencé à regarder la filmo de cette réal, moi, je n'irai pas sur celui-ci en premier, je pense. J'ai pas encore vu ses œuvres en noir et blanc, donc je verrai. Peut-être que je vais préférer, mais vraiment pas un gros kiff pour moi. Je me contente de l'avoir vu parce que je pars toujours du principe que quand je regarde quelque chose, même si ça me plaît pas, ça m'apporte quelque chose en termes de connaissances culturelles et tout, mais j'ai pas kiffé de ouf. Par contre, j'ai vu Weapons, je crois qu'en français c'est Évanoui. Ce film est absolument génial. Est-ce que quelqu'un a vu ce film d'horreur? J'en attendais rien, mais alors j'en attendais rien du tout. C'était un film cathartique. Pour faire le pitch, en gros, il y a une nuit dans une ville, tous les enfants d'une classe disparaissent et s'évanouissent. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et il reste qu'un seul enfant dans la classe. Et donc, à partir de ce postulat, on va suivre différents personnages à travers différents chapitres, c'est-à-dire que chaque chapitre va c'est un récit choral en fait, enfin un film choral, où chaque chapitre va se concentrer sur un personnage, les personnages vont s'entrecroiser pour comprendre ce qui est arrivé à tous ces enfants. C'est un film d'horreur et c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu ces dernières années, très honnêtement. Euh, ça m'a mise très mal à l'aise. J'ai été parfois un peu angoissée et je suis contente parce que j'avoue ne pas être très emballée par la nouvelle vague de réalisateurs d'horreur ces dernières années. Je vous l'avais déjà dit, mais moi, Heredity, Midsommar, à part me foutre un malaise de ouf, j'ai pas trouvé que c'était des films qui. Enfin, c'est pas des films qui m'avaient convaincu. The Witch de Eger, je crois, je l'ai jamais fini. Enfin bref, je suis pas hyper emballée par la nouvelle vague de films d'horreur, mais alors là, celui-ci, absolument génial. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je vous conseille si vous aimez bien les films d'horreur, les films un peu crado, hein, parce que c'est ouais, c'est un peu trash, mais c'est un film d'horreur de toute façon. Mais j'ai trouvé ça absolument génial. Euh, En plus, on a une méchante, mais qui est hyper intéressante aussi. Enfin, ça retravaille autour de la figure de la sorcière.
Je pense que au-delà de enfin, je pense que la disparition des enfants nous dit quelque chose aussi euh, de la. Enfin, je pense que c'est très lié aussi aux disparitions d'enfants de manière générale dans la société. Euh, les personnages sont hyper intéressants parce qu'on a une prof, on a un père de famille, on a un flic. Euh, on suit aussi un drogué. Enfin, genre, c'est des gens. Oui, c'est pas un film d'horreur. On n'est pas sur du slasher. On est. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Il paraît que le réalisateur a fait d'autres films, du coup, j'ai très envie de voir ce qu'il a fait d'autre. Je vous le conseille. Il y a d'excellents acteurs. Il y a Josh Brolin dedans. J'aime trop cet acteur. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il est génial. Et la fin est. Enfin, la fin, non. Tout le film, en fait, on est sur une montée en pression de ouf et c'est cathartique. Je trouve. Ça fonctionnait super, super bien. Donc voilà, je vous le conseille. J'ai beaucoup aimé. Et c'est pareil, ouais, c'est sorti l'année dernière, ça. Donc ça faisait partie de mes films de rattrapage. Euh, un peu moins kiffé, j'ai regardé sur MyCanal Mal d'Aurore de Fabrice Duvels. Je crois que c'est un film belge qui, en gros, s'inspire de l'affaire Marc Dutroux pour suivre un policier qui mène son enquête sur des disparitions d'enfants. Euh, Il y a une thématique, je crois. Pas trop mal, en vrai. J'ai trouvé ça pas mauvais, mais pas incroyable non plus. Et ça reprend, vous savez, ce sujet du flic obsédé par son enquête au point où il laisse tout ce qu'il y a autour de lui de côté. À ce niveau-là, ça rappelait assez Memories of Murder, je trouve. L'obsession de trouver un responsable. Euh, c'est hyper intéressant. J'ai lu quelques articles autour du film qui disaient que c'était une manière pour le réalisateur en fait euh, de parler du traumatisme qu'avait été l'affaire du trou pour la Belgique. Et je trouve que c'est très bien fait en fait sur plein de points. Bon, parfois j'avais très envie de foutre des claques au personnage principal qui a des réactions complètement débiles et fait des trucs un peu teubés qui m'agacent très souvent dans ce genre de film, c'est-à-dire quand ils sont complètement inconséquents sur ce qu'ils font, euh, qui sont qui s'énervent pour se faire comprendre et du coup bah, ils se font mettre à pied quoi. Euh, je trouve aussi que ce genre de film qui montre des enquêteurs obsédés par leurs enquêtes montre quelque chose de très clair, c'est que toutes les personnes qui sont toujours obsédées par leur travail et leurs enquêtes, notamment ce genre d'enquête, au point de laisser tomber femmes et enfants derrière eux, ce sont toujours des hommes. Voilà. Je connais pas de flic femme qui laisse tomber toute sa vie pour une enquête. Enfin, ça n'existe pas. Je n'en connais pas dans la fiction. Si vous en connaissez, il faut me le dire. Et moi, j'en connais pas. Et c'est un motif aussi qui a tendance à m'agacer. J'avoue. Ça me fait un peu penser aux méthodes acting. Vous savez, cette manière de travailler un personnage où l'acteur s'immerge tellement dans le personnage que du coup il impose à sa famille de vivre avec son personnage jusqu'à la fin d'un tournage. Bah, je trouve c'est un peu pareil avec ce type de personnage là où dans les fictions policières comme ça, ils imposent en fait toute leur obsession à leur famille, à leurs proches, à leurs collègues, etc. Alors que je peux comprendre hein, l'obsession, mais ça fait qu'ils prennent tous des décisions de cons, quoi. À chaque fois. Hein. Donc l'enquête, c'est intéressant, mais à chaque fois, je me dis, mais ils sont vraiment teubés, quoi. Voilà. Sorry. Mais intéressant, et si vous aimez le true crime comme moi, et que l'affaire Marc Dutroux vous a marqué aussi, c'est pas mal. Mais ils sont trop cons, les personnages. Voilà. En film que j'ai absolument détesté, pardon Alexandre Astier,
Et le chapitre 2 de Kaamelott est absolument ignoble. Déjà, le 1 était pas incroyable. Mais alors le 2... C'est quelqu'un qui aime Kaamelott qui vous dit ça. Hein. La série, aucun problème. Les films, c'est long. C'est long. D'intrigue en sous-intrigue, en sous-intrigue, en sous-intrigue. Il n'y a rien qui avance dans ce deuxième film. Rien n'avance. Je trouve que toutes les blagues tombent à l'eau parce que, en fait, ce qui fait l'intérêt des dialogues de Kaamelott pour moi, c'est justement le format court et les cuts hyper réguliers qu'il y avait dans le format série. Je trouve que ça ne fonctionne pas sur le format long. Je comprends pas ce qu'il veut nous raconter avec son histoire. Le personnage d'Arthur me ressort par les yeux. Vraiment, il me saoule en fait. Je ne supporte plus ce personnage qui m'éclatait dans la série, qui me casse les pieds dans les films. Je trouve que les films sont nuls. Pourtant, il y a du budget. Les effets spéciaux sont pas si dégueux. En plus, dans le second chapitre, je trouve que le travail autour des costumes est 100 fois meilleur que dans le premier. Mais putain, en fait, je m'en fous de la vie de tous les personnages secondaires là qu'on nous met sur un plateau et qu'on nous présente. Les générations futures et tout. J'en peux plus. J'ai absolument pas envie de voir le 3. Je vais le regarder parce que je veux quand même avoir une conclusion à cette histoire qu'on me vend depuis plus de 25 ans presque. Mais les films m'emmerdent profondément. Je trouve que c'est mauvais, mais juste mauvais. Le 1, déjà, c'était pas incre. Je l'avais revu, je m'étais dit, bon, j'avais vraiment pas aimé en sortant du cinéma, mais en fait, en le revoyant, ça va, c'est pas si horrible. Mais alors, le 2, non, non, mais c'est pas possible. Je suis navrée, hein. Ah bah oui, non, t'as complètement raison, Audrey. Mais a priori, l'acteur qui joue Perceval, je suis navrée, je ne connais pas le nom de l'acteur, ne voulait pas être dans le film. Mais du coup, enfin, je veux dire, on s'emmerde, quoi. Il se passe rien. Et pourtant, après, voilà, je trouve que Anne Giroir, dans son rôle de Guenièvre, est toujours excellente. J'aime toujours autant les personnages secondaires des autres royaumes, du royaume de Kaamelott. Je les trouve toujours intéressants et tout, mais en fait, je comprends pas où il va. Il y a vraiment, je vous jure, mais tellement de sous-intrigues. Euh, et c'est là où tu vois que la force de Kaamelott, euh, c'est vraiment dans son format court pour moi. Les films ne fonctionnent pas. Et déjà, les deux ou la dernière saison, qui étaient sur des formats plus longs de 30-40 minutes par épisode, je trouvais que ça perdait de son intérêt. Euh, mais alors là, il était en désaccord avec Astier quant au développement de son personnage. Ah ok. Mais du coup, on le reverra jamais. En tout cas, vraiment, moi, ces films-là, c'est une déception de chaque instant, à chaque fois, quoi. Et c'est trop dommage parce qu'il y a du budget pour faire des super décors et tout. Et je trouve qu'il y a des principes qui sont bien. Genre, j'ai trouvé ça hyper touchant, la manière dont ils font la nouvelle table ronde. Je trouve qu'il y a des personnages, je crois, c'est Bohort, que je trouve toujours aussi touchant. J'aime toujours autant le rôle de. Comment s'appelle-t-il Alain Chabat, que je trouve très bien. Mais en fait, je m'emmerde. Vraiment, je m'ennuie devant ces films. Le cut final, ça coupe en plein milieu de nulle part, autant faire un seul film et couper des sous-intrigues. Ah mais on est complètement d'accord Audrey. Moi il y a vraiment toutes les sous-intrigues avec les nouveaux et nouvelles chevalières de la table ronde qui partent faire leurs aventures, j'en ai rien à carrer, vraiment. Je m'en tamponne l'oreille avec une babouche, j'en ai rien à faire. Moi je veux que l'intrigue principale que je suis depuis des années et que j'ai connue sur M6 je crois, elle trouve une fin en fait. Moi c'est ça qui m'intéresse. Le reste, enfin, c'est bon. Après, quand même, petite note, je trouve qu'Alexandre Astier, au niveau de la musique, est toujours aussi excellent. Voilà, comme c'est lui qui compose. Mais sinon, aucun intérêt. Enfin, vraiment, je m'ennuie. Mais je regarderai la suite, je veux la fin. Mais pas ouf du tout. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, alors en français, c'est La Princesse Errante, un autre film de Kinuyo Tanaka que j'ai regardé
Lancelot me saoule grave aussi, il est coincé dans son château en ruine pendant tout le film, on s'ennuie. Ah oui, vraiment, on s'emmerde. Et puis il est là, genre, papa, papa. Non, vas-y, Lancelot, c'est bon. Casse pas les yaps. Et non, ils sont tous trop chiants, sincèrement. Ils m'énervent tous. Donc la princesse errante, pardon, un autre Kinuyo Tanaka. Je pense qu'il faut vraiment que je me lance dans ces films en noir et blanc parce que les films en couleur qu'elle fait, ces derniers, ne me plaisent pas du tout. Là, on est sur un film biographique tiré d'une autobiographie d'une princesse japonaise qui va épouser un, le frère de l'empereur de Mandchourie qui à l'époque était une province, rappelons-le. Je dis province dans le sens où c'était colonisé par le Japon. Voilà. Et donc, voilà. Je me suis fait chier. En fait, pour ne rien vous cacher, je crois qu'en vieillissant, l'histoire de famille aristocrate déchue, je m'en fous. En fait, je n'arrive plus à regarder ces histoires avec suffisamment de recul. Ou en tout cas pour ce qu'elles sont simplement, c'est-à-dire des histoires. En fait, à chaque fois, j'ai le contexte, tu vois. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, oui, bah, oh là là, terrible, le Japon se fait dégager du territoire chinois. Oui, mais ils ont colonisé, enfin... Du coup, je m'en fous un peu du destin des personnages. Bah là, c'est le cas, je m'en fous un peu du destin des personnages, parce que, en fait... sans dire que la Chine est parfaite, hein. Sur les questions coloniales, évidemment, hein. Mais rien à foutre, voilà. Juste rien à foutre. Donc il faut vraiment que... J'ai mis 3,5 parce qu'il y a des super beaux visuels, quand même. La photo est... Non, 2,5. La photo est belle, les couleurs sont belles, il y a les costumes, il y a des plans qui sont des tableaux, c'est assez incroyable. Donc quand même, ça a un intérêt visuel pour moi très intéressant. Et voilà. Euh, mais mais sinon, ça m'a pas trop plu. Voilà. Donc je veux voir un autre de ces films, un en noir et blanc, pour voir si j'aime plus. Parce que pour le moment, je suis pas hyper emballée parce que j'ai vu de sa filmographie. Énorme coup de cœur. Avez-vous vu le portrait de la jeune fille en feu? Alors j'ai bugué quand j'ai vu que le film datait de 2019 et qu'il a déjà 7 ans. Moi je pensais que c'était vachement plus récent, que c'était sorti dans les années 2020. Pas du tout. Par contre vraiment c'est un des plus beaux films que j'ai vus ces dernières années. C'est absolument merveilleux. On va suivre, en gros, on est en Bretagne, 18e siècle. On suit une peintresse qui doit dresser le portrait d'une jeune femme pour son futur mariage en Italie. Et donc c'est un portrait qui va être envoyé à son futur époux. Euh, et c'est une des plus belles histoires d'amour lesbienne que j'ai vues de ma vie. Tout est beau, c'est un film hyper axé sur le female gaze. Euh, Il y a un casting très restreint, on est presque dans du huis clos. Euh, mais c'est délicat. Euh, c'est une représentation de l'amour que je trouve très belle. C'est très passionné, c'est très vivant, c'est hyper dans l'intime. Ça retravaille en plus autour du mythe d'Orphée et Eurydice, je crois. C'est hyper intéressant. Euh, Vraiment, je n'exagère pas quand je vous dis que c'est un des plus beaux films que j'ai vus ces dernières années. Les costumes sont merveilleux, genre vraiment magnifiques. On sent toutes les influences qu'a eu Céline Sciamma sur ce film, genre l'éclairage à la bougie qu'on peut voir dans Barry Lyndon de Kubrick, notamment. Je crois qu'elle-même l'a cité, mais c'est hyper beau. Et j'ai mon amie Émile qui m'a fait remarquer qu'en plus, ce qui était très beau dans ce film, c'est que Adèle Haenel, qui est du coup le personnage de cette jeune fille blonde,
le sujet du portrait est en fait l'ex-compagne de Céline Sciamma. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un très très bel hommage qui est fait à cette femme à travers le regard de la réalisatrice via le regard de la peintresse. Du coup, c'est vraiment très très beau. C'est un film qui va aborder vraiment plein de sujets féminins. Enfin, on voit pas assez de films comme ça, et moi je le trouve excellent. C'est-à-dire que ça parle frontalement des règles, euh, de l'avortement, des communautés de femmes, euh, et c'est juste magnifique. Si vous n'avez pas vu Portrait de la jeune fille en feu, je vous le conseille. Euh, Vraiment, c'est magnifique. Et moi, je suis un peu tombée amoureuse de Noémie Merlan que j'avais jamais vue au cinéma, donc la brune qui joue la peintresse, qui a un regard absolument incroyable. Bon, j'étais un peu amoureuse des deux en même temps, mais merveilleux film. Voilà, merveilleux. J'ai envie de... J'ai déjà envie de le revoir en fait. Il est trop bien. Euh, J'ai revu Arrival de Denis Villeneuve, putain 2016, c'est à 10 ans. Euh, Premier contact en français, film de science-fiction. Je l'avais déjà vu il y a longtemps, c'est un des films de SF que je préfère ces dernières années. Où il y a des vaisseaux spatiaux qui débarquent et les aliens sont arrivés sur Terre. Et c'est un film autour du langage et de la parole, etc. Alors ça a des défauts hollywoodiens, hein, évidemment. Mais dans l'ensemble, je passe toujours un bon moment devant ce film. Je sais pas si vous connaissez. Je trouve que Amy Adams est une excellente actrice dedans. J'adore l'aspect linguistique qu'il y a derrière ce film et le fait que la communication, enfin tout le film dit en gros il faut communiquer pour faire quelque chose et pour avancer. Et oui, il faut communiquer, il faut pas être débilos et envoyer des troupes armées de tous les côtés, quoi. J'aime bien ce film aussi parce que je trouve que les aliens ont un design hyper singulier, comme on en voit peu. J'aime bien comment ça fonctionne. Je vais pas dire que c'est genre le meilleur film du siècle, mais j'aime bien ce film. Voilà, j'aime ce film. J'aime bien le regarder, j'aime bien le voir. Et c'est assez tristoun aussi, mais je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai aussi vu, je vous ai dit, j'avais vu beaucoup de films, hein, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de livres. Ran de Akira Kurosawa, je crois que c'est un de ses derniers films, 85, qui reprend Le Roi de Lear de Shakespeare au Japon. On est sur quoi? 16e siècle. C'est hyper bien. On est sur des guerres intestines au sein d'une famille, histoire d'héritage, notamment. Un père qui voit tout ce qu'il offre à ses fils tomber en lambeaux par l'ambition de ses fils. C'est génial parce que les décors sont fous. Il y a un nombre incalculable de figurants et de figurants. Euh, Il y a des costumes trop stylés. On est vraiment, je trouve, dans ce film à mi-chemin entre le théâtre kabuki, des fois, sur certains trucs. Mais en même temps, c'est normal puisque c'est tiré de Shakespeare. Mais je trouve que c'est pas la première fois que Kurosawa reprend Shakespeare, parce que je crois que Le Château de l'Araignée, ça reprenait Macbeth aussi. Je trouve qu'il arrive très très bien à réadapter l'œuvre de Shakespeare dans le contexte japonais. Et là, en plus, avec le film en couleur, on a vraiment. On sent tout le travail autour du maquillage, des costumes. Ça fait fake, mais en fait, on y croit parce qu'on sait qu'on est dans quelque chose qui n'est pas réel et qui ne se veut pas réel et qui ne s'essaye pas réel. Et du coup, c'est hyper bien. C'est très long, par contre, mais j'ai passé un excellent moment. Euh, Bon, c'est tragique et tout ce qu'on veut. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, je pense que mon coup de cœur ciné de ce début d'année, c'est Project Hail Mary du coup Phil Lord et Christopher Miller avec Ryan Gosling. Je suis allée le voir au cinéma. Ça s'appelle Projet Dernière Chance en français.
Euh, et j'ai passé un moment incroyable devant ce film. J'étais trop heureuse. On passe par plein d'émotions différentes, mais en gros, on suit un scientifique qui se retrouve malgré lui, qui se réveille d'un coma artificiel dans un vaisseau. Tous ses collègues sont morts et il va essayer de comprendre en fait après son réveil pourquoi il est là, c'était quoi sa mission et qu'est-ce qu'il doit faire. Et en fait, le film alterne entre des flashbacks et son présent dans l'espace. Et c'est une grande épopée science-fictionnelle hyper touchante. Et en fait, ça a un peu. Je pense qu'au terme de postulat, ça pourra vous rappeler Interstellar. Euh, mais moi, je trouve qu'il a une qualité que je ne trouve pas chez Interstellar et chez Christopher Nolan en général. C'est qu'on n'est pas sur de la masturbation intellectuelle et une sorte d'élitisme de la pensée qu'on peut avoir chez Nolan qui m'énerve. Interstellar est un très beau film, nonobstant, la musique est très belle et tout ça. J'aime beaucoup Interstellar, mais ça pour moi c'est juste à peine au-dessus d'Interstellar parce que ça ne rentre pas en fait dans tout ce qui m'agace chez Christopher Nolan. Voilà. Et le film est beau, le personnage de Ryan Gosling est incroyable. En plus, on est vraiment sur un film où il est presque tout le temps tout seul. Euh, c'est vraiment un film magnifique, très positif aussi. Alors peut-être un peu guimauve sur la fin, certains diraient un peu trop happy end. Mais en fait, c'est un film qui fait du bien, je trouve, qui a des personnages vraiment rigolos. Le personnage de Grace, c'est le nom du personnage de Ryan Gosling, est vraiment chouette. C'est un personnage rigolo, touchant, un peu lâche, un peu loser aussi, mais extrêmement brillant et il joue extrêmement bien, vraiment. J'aime bien que le film nous montre la réalité pas si ouf que ça de la vie dans l'espace aussi, parce que je pense que beaucoup de gens imaginent que c'est vraiment un truc incroyable. Lui, il montre la difficulté que c'est parce qu'il part sur un très long voyage dans cette histoire. Et je veux pas trop vous spoiler parce que je pense qu'il est encore au cinéma en ce moment, vous pouvez encore aller le voir. Moi, je vous le conseille. C'était vraiment un super film. Alors, est-ce que j'étais dans le bon mood ou quoi? Je sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était un très très beau film euh, de SF qui, qui ne rentre pas dans l'intellectualisme inutile et le fait de se tordre les neurones pour pas grand chose. Et c'est bien aussi, des fois, les films comme ça. Euh, donc, j'ai trop aimé. J'ai presque envie d'aller le revoir aussi. Mais ça, c'est typiquement un film qui va finir en Blu-ray dans mes étagères, c'est sûr à 100%. Donc, j'ai trop aimé. Les images sont belles et je ne peux pas trop vous en dire, mais c'est extrêmement touchant comme film. C'est drôle. euh, c'est du beau cinéma, quoi. Je viens vraiment de dire un truc de connasse de cinéphile, mais bon. Voilà, je le dis. J'ai adoré. Voilà. Et du coup, j'ai vu The Menu de Mark Millod. Est-ce que vous avez vu The Menu? C'est ça le film qui va me servir à cracher sur la gastronomie. The Menu, en gros, c'est un couple qui se rend sur une île pour assister. Mon père a beaucoup aimé, il m'a tout raconté. Il est trop bien. On va suivre un couple qui va se rendre sur une île pour assister au dîner d'un des plus grands chefs que la Terre ait jamais porté. Quelqu'un qui a un narcissisme, un ego surdimensionné, qui est persuadé que sa cuisine, je ne sais pas quoi, alors qu'en fait c'est une cuisine qui ne touche que les élites. Bref, et c'est un restaurant en fait qui accueille très très peu de clients. Et en fait la soirée va tourner au cauchemar. Euh, Vraiment. Et en fait, j'ai trouvé ça assez brillant sur la manière dont ça montre à quel point euh,
la cuisine gastronomique, ça se veut être quelque chose d'inaccessible pour... c'est du luxe dans l'assiette. Euh, et moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Vraiment, je n'aime pas les plats gastronomiques. Je n'aime pas aller dans les restaurants gastronomiques. Je dis pas que c'est pas bon, juste dans un monde où il y a des gens qui peuvent pas bouffer, qui mangent pas à leur faim, je trouve que c'est d'une indécence crasse de proposer des menus hors de prix pour des assiettes à peine remplies. Euh, voilà. Et je dirais que ça va de pair avec tout ce qui est industrie du luxe, en fait. C'est vraiment tout ce que je déteste, tout simplement. Et ce film, du coup, me donne raison sur tout ce que je déteste dans la gastronomie. Donc j'étais hyper contente. Je dis pas qu'il n'y a pas des chefs qui font des trucs incroyables et que j'aimerais pas goûter ou quoi. Je sais qu'il y a des gens qui sont des artistes de la cuisine. Euh, Comme je sais que certains stylistes et créateurs de mode sont des artistes de la construction du vêtement. Maintenant, je supporte pas le principe. Voilà. Je ne supporte pas un truc aussi, c'est de sortir d'un restaurant en ayant faim. Je vais pas au resto pour sortir et avoir la dalle, vous voyez. Euh, la gastronomie, à chaque fois, je sors d'un repas, parce que ça m'est arrivé, je n'y vais pas de moi-même, j'y suis invitée. Euh, j'ai pas envie de mettre 70 balles dans un menu où je sors et j'ai la dalle, quoi. C'est quelque chose qui m'intéresse pas. Et je trouve que tout ce qu'on met derrière la cuisine gastronomique est absolument imbuvable. Et j'aime pas non plus le fonctionnement du travail en cuisine, la hiérarchie, ce côté militaire. Euh, voilà, désolée. Moi, j'aime les plats qui se partagent, les plats familiaux, les plats artisanaux, les plats euh, nourrissants, qui réconfortent, qui sont bons pour la santé, enfin bref, voilà, je déteste ça, je suis désolée, peut-être que les gens n'ont rien à foutre de ce que je suis en train de dire sur la gastronomie, mais je déteste ça. Mais du coup, le film est très très bien. J'ai adoré parce que ça prend une tournure complètement what the fuck. Et les personnages sont tous aussi imbuvables les uns que les autres, sauf Anya Taylor-Joy, qui est une actrice que j'adore par ailleurs. Donc voilà, très très bien ce film, très très très, très bien. Je vous conseille. Et si vous avez une haine comme moi de la gastronomie, vous vous y retrouverez. Il y a aussi le fait que quand tu cuisines chez toi pour ta famille, on trouve ça normal, les femmes à la cuisine, tout ça. Mais quand c'est un mec avec une chemise blanche qui te fait payer 100 balles pour un pauvre morceau de foie gras, on applaudit, on l'appelle chef. Non mais oui, mais c'est vraiment ça aussi, Audrey. C'est vrai que il y a vraiment ça aussi qui m'énerve. C'est que c'est une fois de plus un milieu très masculin, alors qui s'est féminisé au fil du temps. Et j'ai envie de dire, heureusement en fait, parce que oui, il y a beaucoup de femmes en cuisine, au-delà du cliché de la femme à la cuisine, bien sûr. Euh, et, euh, et en fait, je trouve vraiment que. Enfin, les concepts, les trucs. Je supporte pas.
Après, il y a il y a des démarches de cuisinier que je trouve intéressantes, genre le, le chef de l'Arpège, je crois, qui s'appelle comme ça, le restaurant où il a son propre jardin, il fait pousser ses propres trucs, machin, il propose une cuisine uniquement végétale et tout. Je trouve les concepts intéressants. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'aller payer 150 balles un menu avec 4 carottes? Non, j'ai pas envie. Genre, euh, je peux pas, en fait. Ça m'irrite. Ça m'irrite. Voilà. J'ai vu quoi? Bon, j'ai revu Le Comte de Monte-Cristo, je vous en ai déjà parlé, j'adore ce film, je l'aime toujours autant, je l'ai revu, je l'aime toujours autant, je le trouve toujours aussi bien. J'étais très contente de le revoir, même si je suis toujours énervée que les costumes des femmes, il y ait des fermetures éclairs, alors qu'on est au XVIIIe siècle, je crois. Ça m'agace. Voilà, mais je suis toujours contente de voir ce film, je trouve toujours Pierre Ninet excellent dedans, et voilà. Euh, Et aussi, j'ai vu pour la première fois de ma vie Erin Brockovich. Je crois qu'en français, c'est Seul contre tous de Steven Soderbergh. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais Julia Roberts est excellente dedans. On est face à une femme qui va travailler dans un cabinet d'avocats et qui va finir lanceuse d'alerte sur une affaire de contamination des eaux par je ne sais plus quel truc. Enfin, vous voyez, un scandale un peu à la cadmium qu'on a en ce moment, par exemple. C'était super bien, j'ai trop aimé. J'ai profondément détesté le personnage masculin et je suis contente qu'on ait fait du personnage masculin un homme détestable parce qu'en fait, il empêche tout le temps cette femme brillante malgré euh, tout ce qu'elle semble incapable de faire et malgré le fait qu'elle soit très souvent ramenée à son physique. Euh, C'est un film pour les années 2000 que je trouve extrêmement intéressant parce que le personnage d'Erin Brockovich qui a véritablement existé, euh, c'est un personnage qui refuse que on l'empêche de faire ce qu'elle a à faire au prétexte qu'un homme vivrait mal sa situation à elle. Vous voyez, genre elle a un putain de travail, elle doit enquêter sur son travail, elle est hyper impliquée, on va lui reprocher de le faire et elle va dire à son mec, bah, si t'es pas content, tu dégages. Dans les années 2000, il n'y en a pas beaucoup des films comme ça. Ou alors il y en a quelques-uns, mais celui-ci était très bien et j'ai trouvé l'histoire très intéressante parce que, a priori, ça a créé une réaction en chaîne après auprès de plusieurs sociétés qui polluaient les eaux. Ce film a 26 ans. Euh, il est hyper bien. C'était hyper touchant. Voilà. Mais c'est un vieux film pour le coup. Enfin, pas vieux comme tout le reste, mais voilà. Voilà pour les films. Ça faisait beaucoup de films, n'est-ce pas? J'ai vu beaucoup de films. Mm. Pour le coup, j'ai vu beaucoup de films parce que mon conjoint n'a pas été là pendant plusieurs jours, semaines. Et du coup, tous les soirs, je regardais un film ou j'allais au cinéma ou je faisais un truc. Mais je suis contente parce que j'avais pas vu beaucoup de films en février et là, ça m'a fait du bien. Voilà. Je vous parle juste des deux albums de musique que j'ai le plus écouté sur le mois de mars-avril. Et après, je vous montre les bouquins que j'ai lus et achetés. Ah bah, vous ne voyez pas. Je, je décale un petit peu. C'est quoi ce site? Non mais... Ah, je me suis plantée. Attendez. Je sais plus, j'ai pas streamé depuis si longtemps. Je sais plus ce que je dois faire. Voilà, c'est ça que je dois faire. Attendez. Nous sommes en direct. Elle fait n'importe quoi. Donc, je crois que je vous ai déjà parlé de mon amour profond pour la musique de Sami Youssouf. Peut-être pas. Euh, Il est déjà 22h30, donc je vais pas vous imposer qu'on écoute sa musique. Mais en gros, c'est un compositeur, chanteur, interprète qui fait ce qu'on appelle de la musique sacrée et qui mélange dans sa musique des influences de musique espagnole, flamenco, indienne et hindoue de manière générale, chinoise.
arabe, du coup, évidemment. Euh, des fois aussi, musique de chambre européenne. Euh, le chant grégorien, etc. Bref, il fait des compositions assez incroyables qui mélangent beaucoup de cultures et beaucoup de types de musique. Alors moi, j'aime pas, les gens, ils appellent ça de la world music, genre musique du monde. Je trouve que c'est un terme très colonial de parler de musique du monde. Mais du coup, c'est une musique que j'adore et donc j'ai beaucoup écouté son nouvel album. Voilà. Et aussi, j'ai beaucoup écouté l'album des musiques d'Ariati. J'adore écouter ce disque au printemps euh, de Cécile Corbel. Voilà. C'est la BO du film Ariati que j'adore et que j'écoute en boucle sur cette période de l'année tous les ans. Voilà, en musique. Vous avez écouté quoi, vous? Il y a eu des nouvelles sorties musicales intéressantes parce que alors moi je suis au courant de rien de ce qui sort. Oh. Ah, attendez, je prends mes bouquins. Il fallait tout faire tomber. Catastrophe. Bon, niveau lecture, on est sur une période difficile. Je vous ai dit, j'ai pas lu le manga depuis 8500 ans au moins. Euh, j'ai pas des masses avancées non plus sur mes romans, mais j'ai acheté plein de trucs. Pas de manga, non. On va faire ça vite. Mais en gros, j'étais sur ce bouquin depuis le mois de décembre, je crois. Lumière pâle sur les communes de Ichikuro. Et genre, je n'en finissais pas. D'accord? Je n'en finissais pas. Je, je lisais, je galérais à le lire. Et puis je me suis dit, mais en fait Ariane, tu as un libre arbitre. Si tu n'aimes pas un livre, tu n'es pas obligé de le continuer. Personne ne t'en voudra de ne pas finir un livre qui ne te plaît pas. Donc arrête de le lire et passe à autre chose. Et de faire ça m'a permis quand même de débloquer 3 mois de panne de lecture. Ce qui est fou, hein, parce que je n'ai aucun mal d'habitude à lâcher un livre. Mais là, celui-ci, je sais pas pourquoi, je voulais aller au bout. Je pense que je n'irai jamais au bout. Et ce n'est pas grave, parce qu'il ne me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas. Je ne pourrais même pas vous dire de quoi ça parle alors que j'ai passé 3 mois à le lire. Mais ce film, ce bouquin, je ne l'aime pas. Donc je le laisse tomber. Il va Enfin, genre, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai Keblo dessus. Je pense que je me suis dit, vas-y, faut que je me remette à lire des romans. Et du coup, je vais partir sur ça parce que ça a l'air super bien et tout. Et genre, en fait, on s'en fout. Et moi, du coup, à me bloquer pendant 3 mois avec ce truc, j'ai pas lu plein de trucs qui m'intéressaient. Alors, du coup, je me suis dit, vas-y, on va se remettre un peu dans des trucs qui t'intéressent. Donc, du coup, je l'ai pas encore commencé, mais je crois que je vous ai déjà parlé de mon amour pour Madeleine Riffaut. Résistante, grand reporter, etc. Et j'ai récupéré chez la mamie de mon conjoint, elle me l'a donné. C'est un de ses bouquins où elle avait fait à l'époque une enquête euh, dans l'hôpital public. Et ça m'intéresse de fou. Déjà parce que Madeleine Riffaut, elle écrit extrêmement bien, qu'elle a été journaliste, etc. Et là, elle s'est infiltrée dans l'hôpital public pour voir la situation de l'hôpital public. On est dans on est à quelle époque? Je pense qu'on est dans les années 70, 60, 70. Donc ça j'ai hyper envie de le lire. Et ça si ça me plaît pas, et ben je lâcherai aussi. On s'en fout, vous voyez. Faut arrêter de se bloquer. Qu'est-ce que j'ai acheté? Vous avez peut-être vu sur Instagram, mais pendant le mois de mars, j'ai proposé un printemps des poétesses. Je vous ai présenté plein de poétesses que j'adore. Ça a pris beaucoup de temps aussi de faire ça sur le mois de mars. Et donc du coup, j'en ai profité pour m'acheter en physique parce que j'avais beaucoup lu en numérique des autrices que j'aime beaucoup. Et donc, je me suis enfin acheté And Still I Rise et pourtant je m'élève de Maya Angelou, version bilingue, anglais-français.
poésie. Voilà, donc je suis trop contente de la voir en physique. Et je me suis aussi acheté The Black Unicorn de Audre Lorde. Pour le coup, en version anglophone, on est sur de la poésie. Alors, ces deux-là, du coup, vous imaginez bien, la poésie, ça se lit tranquillement. Je binge-read pas de la poésie. Donc, je les lis à mon rythme. Je trouve ça très très beau, toujours. J'aime vraiment la poésie d'Audre Lorde, c'est terrible, j'adore ce qu'elle écrit. Donc là, on est sur deux autrices afro-américaines, engagées dans les droits civiques. Audre Lorde, elle est aussi connue dans les milieux LGBTQIA+, parce qu'elle était lesbienne. Si vous voulez découvrir de la poésie contemporaine qui change un peu de ce qu'on peut vous proposer, et bah, je vous conseille ces deux femmes. Absolument géniales. Voilà. Et donc j'en ai profité aussi parce que j'ai jamais fini mon PDF de Sisters Outsiders de Audre Lorde, qui est un florilège d'essais qu'elle a écrits ou de petits articles sur la condition des femmes et sur des choses des événements de sa vie. Elle va raconter. Alors, elle a un texte que j'adore dans Sister Outsider qui est Poetry is not a luxury, je crois, où elle raconte son rapport à la poésie, sur lequel je me sens très en phase. Et du coup, elle parle de sexisme. Et inévitablement, c'est une autrice aussi qui va parler d'intersectionnalité et de la... Oh, comment ça s'appelle? De la collision entre les causes et les mouvements sociaux, en l'occurrence racisme, féminisme, misogynie noire, etc. J'aime beaucoup Audre Lorde, je l'adore. Voilà. Je me suis dit que j'allais aussi me lancer. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer sur ce livre. Ça s'appelle La princesse qui aimait les chenilles. L'estampe m'a attiré, le titre aussi. J'ai fait ah vas-y je prends, mais j'ai pas regardé de quoi ça parlait. Et en fait c'est 6 contes anciens du folklore japonais. Et du coup je m'attendais pas à ça. Je pensais que j'allais lire une histoire jolie. Et en fait c'est juste des contes japonais. Donc là je suis sur un texte où il y a des kappas et des yokai et tout. Je l'ai pas fini. Je suis sur 5 livres en même temps je crois en ce moment. Don't judge me. Ça a l'air cool, c'est chez Piquier, comme d'habitude. Je suis rarement déçue par ce que propose Piquier, et puis c'est traduit par Onyé Sekati, qui est un de mes traducteurs préférés, je crois, pour ce qui est de la littérature japonaise. Et donc, du coup, dans la foulée, j'ai aussi chopé, il n'y a pas longtemps, une série de haïkus de Natsume Soseki, qui est un de mes auteurs japonais préférés, Être une hirondelle, version bilingue. Et ça, j'aime trop. Voilà, donc j'ai tout. J'ai... les idéogrammes, l'Hepburn et la traduction. Et c'est également René Sekati qui est à la préface. Je sais pas s'il a la trad pour le coup. S'il a la traduction aussi. Donc voilà, très contente. Beaucoup de poésie, ça me fait du bien en ce moment. J'ai acheté parce que je veux absolument lire cet auteur, mais il fait toujours des livres trop gros. D'occasion, ma librairie propose des occasions maintenant. Le cortège des vivants de Naguib Mahfouz, qui est un auteur égyptien. Sauf que à chaque fois, j'achète ces livres en disant c'est ok. À chaque fois, c'est hyper long, c'est hyper épais, et j'ai peur. Mais on va y aller. J'ai très envie de lire ce qu'il écrit. J'ai pas encore lu de poésie égyptienne. De poésie, de littérature égyptienne. Je crois que c'est le seul auteur égyptien que j'ai dans ma bibliothèque. Et comme en ce moment, je suis très très attirée par... j'ai souvent cette phase où j'oscille entre littérature japonaise et littérature arabophone. En ce moment, je suis en plein dans ma période de littérature arabophone. Donc, Naguib Mahfouz, un jour peut-être, on verra. Et surtout en ce moment, je lis cette merveille absolue. Regardez ce truc génial que m'a offert ma meilleure amie. By the way. C'est un petit truc qu'on met sur la couverture et qui tient le crayon parce que moi j'écris dans mes bouquins. Extrêmement pratique.
Voilà, un accessoire à offrir à tous les lecteurs et lectrices que vous connaissez et qui écrivent dans leurs bouquins. C'est absolument parfait. Et donc en ce moment, je lis Leila et Majnoun de Nezami, qui est un texte du XIIe siècle, si je ne m'abuse. Un grand texte mystique perse qui raconte une des plus vieilles histoires d'amour. Leila et Majnoun, un amour impossible entre deux êtres qui s'aiment pourtant avec une passion dévorante. C'est très Roméo et Julietesque et c'est surtout ce récit, cette histoire d'amour qui a inspiré Aragon pour son Fou d'Elsa. Euh, c'est absolument magnifique. Mon seul regret, c'est de l'avoir pris en traduction française et pas en traduction anglophone parce que je crois que je l'ai déjà dit, mais je trouve que les traductions anglaises des textes arabes, ou en tout cas pour la poésie, sont meilleures. Je préfère les versions anglophones. Voilà. C'est pas grave, je le lis en français, je l'achèterai en version anglophone aussi. Mais en plus, j'ai vu quelques extraits de la version anglophone et en fait, la version anglaise, elle a gardé la rime et le rythme. Ça, c'est des choix de traduction après. Ça plaît ou ça plaît pas, mais moi, dans mes préférences, ça fait partie de mes préférences. La version anglaise a gardé le principe de la rime et du rythme des vers, ce qui n'est pas le cas de la traduction française, qui se veut peut-être plus littérale et du coup, parfois un petit peu plus laborieuse à lire. N'empêche que c'est très très beau, quoi qu'il arrive. Euh, et je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, parce que euh, c'est absolument merveilleux et j'ai très très envie du coup de lire d'autres versions parce que là c'est la version du XIIe siècle, mais il y a une version je crois du XIVe ou du XVe ou du XVIe peut-être même de ce texte qui existe. C'est un énorme classique de la poésie et de la littérature arabe euh, qui s'inspire du mouvement soufi qui est une branche de l'islam euh, qui m'intéresse beaucoup. On ne sait pas pourquoi. Euh, qui a notamment inspiré le poète Ulumi, si vous connaissez, ou peut-être plus contemporain, si vous avez lu... attendez, je perds mes mots. Soufi mon amour, d'une autrice turque, dont j'ai oublié le nom. Elif Shafak. Euh, c'est tout un courant mystique de cette religion que je trouve hyper intéressant dans la manière de vénérer. Voilà. Voilà pour mes bouquins. Donc, je n'ai rien fini, hein, et je n'ai pas tout commencé. Mais en gros, voilà, on en est, parce que les mangas, je suis au bout de ma life. Euh, va vraiment falloir que je n'ai même pas, c'est pour vous dire, je n'ai même pas fini le nouveau Akimi Yoshida. Ça fait 2 mois que je lis un chapitre par un chapitre. Je ne l'ai toujours pas terminé. On en est là. Franchement, heureusement que j'ai le club de lecture parce que ça me fait lire des mangas. Parce que sinon, je vous assure, là, je suis dans une période de dégoût profond. Ce qui est terrible parce que j'aime ça énormément. Mais quand je vous dis que j'ai eu 2 mois difficiles sur mon rapport à la création de contenu, c'est à ce point-là. C'est que je. Oui, il est verbeux, effectivement, Hortense. Mais je ne l'ai pas fini. C'est dans la même teneur que Kamakura Diary, mais ça fait 2 mois, je ne l'ai pas terminé. Il est encore quelque part dans une étagère avec un marque-page et je ne l'ai pas terminé, quoi. On en est là. Donc, euh, je pense Audrey, c'est une lassitude en fait. Je suis lassée euh, du surnombre de sorties. Je suis lassée que tout nous soit présenté en permanence comme un chef-d'œuvre et comme un gros banger. Euh, je suis lassée
du marketing autour des titres. Je suis lassée des éditeurs qui ne font que se regarder le nombril et qui ne pensent pas à leurs lecteurs. Je suis lassée par beaucoup de politiques éditoriales également. Il y a des discours que j'en ai marre d'entendre et qui me fatiguent. Je suis lassée par la création de contenu autour du manga de manière générale. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Mais j'ai un ras-le-bol en fait, je pense. Ouais. Bah, le truc, tu vois, Hortense, c'est que moi je les suis surtout pour faire de la veille médiatique en fait. Et, euh, et en même temps, je suis contente de voir certaines annonces et certaines sorties, mais en fait, je suis fatiguée, ça va trop vite, il y a trop de trucs, c'est en plus de plus en plus cher. Je trouve que les gens ne font plus attention à ce qu'ils lisent. Euh, Mais même en fait, c'est très bien Hortense, je pense. D'ailleurs, Manga Collect, j'ai pas ouvert l'appli, je pense, depuis 2 mois. En fait, vraiment, j'ai un ras-le-bol général vis-à-vis de tout ça. Voilà, si ça répond à ta question, Audrey. Mais ça va revenir. C'est juste que là, c'était compliqué, je trouve. Euh, je pense juste qu'il faut que je prenne le temps de me replonger dans des choses qui me plaisent, qui me passionnent, qui vont. Je pense aussi qu'il faut que je me détache de ce rapport à la création de contenu, hein, et juste lire des trucs qui me font kiffer. Parce que du coup, faut quand même le dire, mais du coup, ma pile à lire n'a pas baissé, ou presque pas. C'est terrible. Je sais même pas où j'en suis. Où est-ce que je l'aime, Manga Collect, sur mon téléphone? Je sais même pas ce qui est sorti. Vous voyez, je sais tellement pas ce qui est sorti que si ça se trouve, il y a des nouveaux tomes de séries sur lesquels j'ai travaillé qui sont parus et que j'ai pas demandé en service presse parce que je sais pas qui sont sortis. J'en suis là. Ah bah, ouais, je suis en retard sur tellement de choses. Terrible. Ah, il y a le nouveau tome de Magus of the Library qui est sorti il y a un mois. Ok. Le tome 15 de Freeren. Voilà, je découvre là. Plein de séries que je suis, j'ai pas reçu, j'ai pas demandé. Ah, je suis en train de regarder mon planning de sortie, c'est terrible tout ce que j'ai raté. Ah merde. Ah non, Please Save My Earth 3, ça sort le 6 mai. Ah bah oui, c'est la semaine prochaine en fait. Non mais voilà, pour vous donner une idée d'à quel point je suis en retard. Ah, il y a la fin de Vinland Saga qui est sortie, je ne savais pas. Donc il va sortir. Il y a la fin du dit du Genji. Donc voilà, on est sur... on en est là quoi. Je suis au courant de rien. Il va falloir que je me mette à jour. En fait, les seules choses dont je suis au courant, c'est quand vous les partagez sur les Discord CDL ou communautaires. Sinon, je suis complètement à côté de la plaque. Je ne sais même pas les derniers dramas qu'il y a pu avoir dans la commu. Voilà. Je dois dire que cette année, les nouvelles qui m'ont le plus emballé sont en fait les rééditions. Oui, enfin, pour le coup, je te rejoins, Audrey. À part les séries que je suis déjà, c'est vrai qu'en termes de nouveautés,
toute façon, je pense qu'il faut qu'on se fasse à l'idée que sur ce qui est nouveauté shoujoesque, shoujo, matrimonial, on va être un peu délaissé, à mon avis, vu l'état du marché. Et enfin, on va voir, je dis ça. On verra bien. Des Japonais sur Twitter qui ont remarqué Yon et qui pensent que ça a l'air un manga super intéressant. Oui, je l'avais vu passer. C'est français, non? Bientôt le retour de Basara. Bah écoute, Audrey, étonnamment, j'ai hyper hâte. Je trouve qu'ils ont fait un beau travail éditorial sur cette édition et du coup, je me dis, ah, ça peut valoir le coup. Non, mais on va voir. Franchement, je. Oui, il y a un manga français super. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le dessin était très beau sur Yon. Effectivement. Non, mais enfin, j'ai bon espoir que ça revienne. C'est juste que je pense que je n'étais pas dans une bonne phase, que j'ai eu beaucoup de choses à gérer, que j'étais très fatiguée aussi par mon travail et voilà, ça va revenir. J'aime toujours autant les mangas, ne vous en faites pas. J'aime toujours autant écrire des préfaces, j'aime toujours tenir le club de lecture, etc. C'est juste que faut que je trouve ma place et que je retrouve une place dans tout ça. Et c'est tout. Un peu thriller, un peu Lord of the Flies, mon doigt répé. Ah ok, oui, bah je me disais, Hortense écrit un peu, peut-être que c'est un peu super. Ouais, faudrait que je me penche dessus, mais c'est vrai que visuellement c'était très très beau ça. Les dramas de la commu, vaut mieux pas en parler tellement c'est nul. Oui, mais si, parce que ça donne du sel pour nos streams manga. En plus, faudrait bientôt qu'on fasse un, un live manga parce qu'il y a eu des nouveautés sur Angoulême et tout. Enfin, il va falloir qu'on mette les choses à jour. Après, bon, les dramas, de toute façon, là, je fais en sorte que mon réseau ne me donne que des fanarts de Golden Kamuy. Mais c'est bien, Hortense, tu te protèges de la violence de ce monde. Je devrais faire pareil, en fait. Moi, j'ai que du Love and Deep Space sur mes réseaux sociaux maintenant. Ou presque. Ça et de la peinture. Pratiquement pas de manga en réalité. Et parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y avait un événement culturel excellent qui a démarré le 30 avril dans Love and Deep Space. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler, je pense. Vous entourez des choses qu'on aime. Oui, t'as raison. T'as complètement raison. Enfin voilà, c'était ma petite mage sur mars-avril. J'allais m'excuser de ne pas avoir été là, mais je m'en excuse pas parce que ça m'a fait du bien en fait de couper un peu quand même les réseaux. Euh, et, euh, et voilà, ça m'a fait du bien. Donc je vais pas m'excuser de ne pas avoir été là. Parce que j'étais quand même là sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas streamé. Et c'est bien parce que du coup je suis assez en forme pour me dire qu'on va reprendre les streams toutes les semaines. Et se refaire des rendez-vous. Et en plus, la semaine prochaine, on va faire la Source List qu'Audrey m'a préparée et je pense qu'on va beaucoup se marrer. Par contre, a priori, c'est très long. Donc, je sais pas si on va pas commencer un peu plus tôt ou si on la fera pas en deux parties. On va voir. Audrey m'a dit que c'était long. Et il faut que je regarde un peu plus en détail parce que Audrey m'a fait ça super bien. Ah oui, Salon du Livre. Oui, bah il paraît surtout que la romance était à l'étage et que personne pouvait circuler. Moi, je me suis arrêtée là. Bonsoir Quentin. Bah ouais, j'étais en train de conclure. C'est pas grave, merci de passer. Il y aura le replay de toute façon. J'ai vu la tier list et j'ai hâte. Ouais, bah j'ai hâte aussi parce que je me suis pas complètement penchée dessus. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense qu'on va rire sur cette source list. D'autant plus que je pense que ça va être hyper drôle pour vous vu que je ne connais pas du tout les personnages quoi. Ça va être rigolo. Mais bon, on va bien voir. En tout cas, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous tiens au courant sur les réseaux si on se retrouve, vu que le 8 mai est férié en France.
Le jeudi soir ou le vendredi soir, je sais pas encore. Je crois que j'ai rien de prévu le vendredi, mais ce sera peut-être le vendredi, mais on se tient au courant. Oui, mais t'inquiète pas, Audrey, on fera comme à chaque fois. Je regarderai les personnages en plus. T'en fais pas. Je sais plus ce que je vous disais. Ok. Mais non, mais j'ai très hâte de faire cette source list. Et puis j'aimerais comprendre, enfin, vu que je ne lis pas et que je ne regarde pas cette série, j'ai envie de comprendre un peu la hype. Et voilà. Parce que j'avais pas du tout accroché à Phantom Blood, quoi. Ça va être rigolo, je pense. Ça va être drôle. On fait ça la semaine prochaine. De toute façon, encore une fois, je vous préviens sur les réseaux sociaux. Quand je ferai le stream, je vous remercie très fort d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et un très bon week-end. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.